Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Pour cette présentation, on va faire simple, très simple même, puisque j'en dis plus dès l'introduction, tout à ma joie de partager ce moment avec mon invité. J'en veux pour preuve le fait d'avoir parlé d'un de ses livres il y a quelques semaines à peine, sans me douter un seul instant que nous la retrouverions derrière ce micro très vite. Je dirais simplement mon grand plaisir à avoir pu mener cet entretien avec elle, à la découverte d'un univers si riche et délicatement relié à d'autres invités. Comme la lecture, l'écriture, elle me permet à un moment donné de tourner autour de quelque chose qui est devenu une obsession. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Laurine Roux. Bonjour Laurine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va donc passer 1h30 ensemble, une grosse heure et demie ensemble, répartie en 2 épisodes, comme on a maintenant l'habitude. On va d'abord évoquer ensemble tes lectures personnelles, tes lectures souvent de jeunesse, et puis tes lectures professionnelles, c'est-à-dire celles qui t'inspirent, on va dire, tu me diras après si le mot te convient, mais celles qui t'inspirent dans ton travail. On l'a dit en introduction, tu es donc romancière, tu as écrit 4 romans pour les adultes et un roman jeunesse dont on parlera un petit peu également. Et je suis particulièrement content de te recevoir. Alors d'abord parce que j'ai adoré tous tes livres, ce qui explique pourquoi j'ai tenu à te recevoir évidemment, mais surtout parce que pour la petite histoire, le projet de Constellation, il a éclos, on va dire, au moment où j'ai lu ton roman, le premier pour moi, qui s'appelle L'autre moitié du monde. Je connaissais pas à ce moment-là ton travail, j'ai vite rattrapé le retard évidemment, mais je connaissais pas ton travail et en le lisant, j'ai eu une espèce de déclic en me disant j'aimerais vraiment savoir quelles autres influences la personne qui écrit ce livre a en tête quand elle écrit ça, cette façon d'écrire, cette forme c'est une écriture très poétique, assez axée sur la nature avec une forme de sensualité très marquée, et puis pour ce roman-là, une charge historique et sociale, là aussi très marquée, qui m'a évidemment beaucoup plu, mais toutes ces raisons ont fait que je me suis vraiment dit, ce serait intéressant de discuter, d'échanger avec cette personne. Et une chose en emmenant une autre, c'est devenu ce projet de Constellation, et donc d'une certaine façon, moi je boucle un petit peu la boucle avec cet entretien avec toi pour clore cette première saison. Donc voilà, merci pour tes romans et merci pour, sans savoir, m'avoir inspiré ça, et merci surtout d'avoir accepté de nous montrer, de nous expliquer un petit peu les livres qui te parlent, qui te touchent et qui t'ont marqué. Merci, je savais pas du tout ça. Ça me plaît beaucoup comme idée que le roman ait pu déboucher sur ce projet. J'aime bien, voilà. C'est une belle constellation. Ben, merci. Tu vois, en parlant, d'une certaine façon, tu serais presque du coup la marraine, sans le savoir, de ce projet. Et du coup, donc, on a des petites habitudes que vous connaissez peut-être maintenant au fur et à mesure. On commence toujours l'entretien avec le nouvel invité, la nouvelle invitée, par une citation choisie par l'invité précédent. L'invité précédent, dans notre cas, c'était Fiona, qui est professeure documentaliste, et qui a choisi donc comme citation qui va nous servir d'introduction les premières lignes de King Kong Theory de Virginie Despentes, qui dit, je cite, « J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. » Ouais, j'aime bien, on commence par un mouvement de colère, moi ça me plaît bien. C'est un texte que je connais bien, King Kong Theory. Moi quand je l'ai lu la première fois, ça m'a tout de suite fait penser, enfin en tout cas c'est venu entrer en résonance avec plein d'autres lectures, et notamment avec Victor Hugo. Et qui écrit depuis les Démunis, depuis les Misérables, puis depuis les Frics aussi. Et j'avais l'impression que c'était vraiment dans cette droite lignée d'une littérature des petits, et des petits qui peuvent devenir des géants et qui peuvent devenir immenses, et ça me plaît beaucoup. Et quand tu dis qu'ils peuvent devenir géants, qu'ils peuvent devenir immenses, est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut passer justement par la littérature, soit par celles et ceux qui les racontent,
dans le cas de Victor Hugo parce qu'il est quand même pas parti de tout à fait en bas, soit par une forme de détermination de soi-même par la littérature en écrivant soi-même sa propre histoire ou celle des autres. Je crois que les deux chemins sont possibles. Mais je continue à me poser la question de ce que peut la littérature. Enfin, parfois, je suis embarquée par une confiance absolue en me disant oui, ça peut changer, parce que, enfin bon, je suis prof aussi à côté, donc forcément, il faut avoir une sorte de foi dans ce que peut la littérature, dans ce qu'elle peut faire germer, puis parfois un abattement total en me disant mais oui, mais ce ne sont que des mots, hein, les words. Donc je suis toujours un petit peu ennuyée j'ai toujours peur d'être grandiloquente quand il s'agit de dire que oui, la littérature, elle peut changer le monde. Mais oui, certainement, bien sûr. Enfin, souvent, je suis rattrapée par alors le truc qui m'aide dans cette affaire-là, c'est si c'est un homme de Primo Levi et de me dire que je relis le passage où il raconte qu'il a tenu en récitant des passages d'Homère. Et là, je me dis, moi, bien sûr que ça change une vie, ça peut changer une vie. La littérature, ça aide à tenir, ça donne du courage, ça structure. Mais bon, j'oscille entre deux mouvements qui peuvent être assez contraires à ce sujet-là. Ouais, ça dépend, j'imagine, ça dépend des moments, ça dépend de plein de choses et ça s'équilibre. Mais puisqu'on a, du coup, tant pis hein, pour l'ordre chronologique, de toute façon, on n'y arrive jamais vraiment et puis c'est peut-être pas forcément le fil le plus intéressant. Puisqu'on a commencé à parler de Victor Hugo, effectivement, pour cette première partie, tu m'avais indiqué plutôt vers la fin de la liste, mais on reviendra peut-être un petit peu en arrière, la légende des siècles. Ouais. Du coup, je veux bien que t'en connais sur ce segment Victor Hugo, tu nous le présentes. C'est peut-être pas forcément dans la mémoire commune, dans la mienne en tout cas le plus, je vais pas dire le plus connu, mais celui qu'on a le plus en tête. Donc, je veux bien que tu nous en dises quelques mots et puis quel écho il a eu dans ton parcours. Ouais. Ben alors moi j'ai découvert ça assez tardivement. La légende des siècles, c'est un recueil de poèmes qui a été publié en 1859. Et moi je l'ai découvert parce que je l'ai travaillé en travaillant le programme de l'agrégation. Je sais plus, c'était dans les années 2000 et quelques. Et c'est en fait un projet gigantesque de la part de Victor Hugo parce qu'il entend rien moins que de raconter l'histoire de l'humanité des origines, c'est-à-dire Adam et Ève, hein, le paradis, jusqu'à la fin des temps. Et c'est un mouvement comme ça qui traverse les siècles. Un mouvement poétique, un geste poétique qui traverse les siècles et avec dans un hockey assez curieux entre une foi dans le progrès, mais j'en parlais juste avant. Enfin, ce mouvement de hockey, il m'anime profondément. Enfin, c'est une tension qui m'anime et c'est pour ça, je pense que ça m'a particulièrement touchée. Ce texte-là, c'est une foi dans le progrès humain et dans l'humain et en même temps un constat terrible de l'omniprésence du mal incarné là dans le recueil par Napoléon III qui est sous les traits de Satan et ça c'est venu à structurer, je pense, ces tensions entre l'optimisme et le pessimisme que je pouvais ressentir quand j'avais une vingtaine d'années. Et c'est plus tard que j'ai réussi à comprendre que voilà, j'avais comme Gramsci l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison. Ouais. Moi, tu vois, je vais parler de moi un petit peu, hein, tant cogné. C'est le dernier épisode, je fais un peu ce que je veux. Ah tu es maître chez toi. Oui, voilà, c'est ça. Qui va me dire quoi que ce soit, de toute façon. La première fois que j'ai entendu cette phrase de Gramsci, c'était j'étais allé voir une pièce de théâtre de la compagnie Joli Môme que je découvrais à l'époque et que j'ai suivi depuis, du théâtre très engagé. C'est un spectacle autour de Jacques Prévert. Et à l'issue de la représentation, on discute un peu avec les comédiens, etc. Et c'est l'un d'entre eux, je dois lui parler de mes états d'âme parce que j'avais des états d'âme à l'époque. Et il m'avait donné effectivement cette phrase sur l'optimisme de la raison
L'optimisme de la volonté. De la volonté, pardon, et le pessimisme de la raison. Et ça m'avait soulagé. L'impression de me dire, ah, mais je suis moins seul d'une certaine façon. D'autres ont ressenti ça et je m'en rappelle. C'est une scène qui m'a marqué dans ma vie parce que effectivement, ça m'avait d'une certaine façon fait du bien, et ça fait aussi un petit peu écho. Du coup, à ma lecture très scolaire, pour le coup, là, au lycée de Victor Hugo. Moi, j'avais lu les Contemplations pour le bac. Et moi, j'avais adoré, mais pour le côté très lyrique, les poèmes là-dedans les plus politiques. Moi, à ce moment-là, ça m'avait retourné la tête, vraiment. Mais je pense vraiment parce que j'y voyais vraiment toute une force romantique et très, là aussi, l'idée de progrès, très croyance absolue dans le fait que ce bien allait arriver tôt ou tard, quoi. Ouais, mais c'est quand même aussi Victor Hugo, tu vois, dans La Légende des siècles, moi, il y a un court passage qui dit l'enfant rit quand il tue. Alors, ça m'avait frappé, je me l'étais prise comme un uppercut, cette phrase-là, elle m'avait, ouais, elle s'était gravée dans mon esprit, et je continue quand j'écris, je continue à l'avoir perpétuellement en tête. C'est curieux, hein, c'est une phrase comme ça, comme une cicatrice. Il y a des lectures qui peuvent fonctionner comme ça. Là, pour le coup, quand on dit une lecture marquante, tu parles là de cicatrice, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette idée. Je crois que oui, les lectures, elles s'incorporent, pas toujours, hein, mais les plus marquantes, elles s'incorporent à notre chair. Hein. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Hein. Ça devient des couches de moi-même, une sorte de second épiderme. Oui, ça s'incarne, c'est ça. Oui, c'est porté par une chair, par un corps, par des émotions, et c'est en moi, quoi. Enfin, pas toutes, hein, elles sont rares, hein, ces lectures. D'ailleurs, c'était assez chouette de faire cette liste pour toi, de se replonger. Je perds de vue parfois certains textes qui pourtant sont fondateurs. Oui, et là, à l'usage, au bout donc de 10 invités, plus quelques conversations, etc., j'ai pas mal d'intervenants me font aussi ce recul. Enfin, moi, j'ai un peu fait l'exercice moi-même avant de commencer, mais c'est pas évident. Je trouve évidemment pas ça inintéressant, mais c'est pas évident, et on a vite la crainte d'en oublier, et j'imagine que les uns comme les autres, peut-être que si je t'avais demandé la même liste 15 jours avant ou 15 jours plus tard, elle aurait pas été exactement la même. J'imagine qu'il y a des titres dont c'était des évidences, et puis d'autres où ça dépend aussi un peu plus du contexte, et puis de comment les idées viennent. Je suis pas sûre de ça, moi, tu vois, en ce qui me concerne. J'en avais oublié 2-3, tu vois, et je les ai prises là, j'ai les textes autour de moi, j'ai pris les livres, ils forment une constellation, justement. Et ils sont sur la table, et je suis pas sûre que ça aurait beaucoup bougé. Je suis assez certaine justement de ces cicatrices. Tu vois, enfin, ça peut, c'est assez négatif dit comme ça, mais de ce qui s'est joué à tel moment et qui a été vraiment marquant, j'en oublie certainement. Ça, oui, je veux bien le croire, mais en tout cas, ceux qu'il y a sur la table là ce soir, je les bouterai pas hors de la table à un moment donné, je crois pas. T'es sûr de leur place, ok. À peu près, ouais, à peu près. Je comprends. Alors, reprenons le fil quasi chronologique, en tout cas l'ordre dans lequel tu me l'as envoyé. Donc le premier, alors c'est pas entre guillemets pas tout à fait un livre, c'est une histoire, c'est l'histoire de Baba Yaga. Et tu me précises ensuite les contes en général. Donc on va peut-être faire effectivement quelques échanges autour de l'univers du conte, et c'est notable parce que d'une certaine façon, c'est sûrement que un hasard, mais ton premier livre, Une immense sensation de calme, qui est sorti en 2019, a pu être considéré à certains traits, d'une part du conte, on retrouve certains éléments, et d'autre part, il se passe aussi, je crois pas que ce soit indiqué précisément, mais il se passe dans un endroit, dans un univers qui ressemble quand même beaucoup à celui de la Russie. Donc je veux pas faire forcément des ponts, première lecture, premier roman, etc. En tout cas, ça m'a un peu fait tilter quelque chose. Ouais, alors non, mais là, t'as complètement raison. Et alors, d'autant plus que j'ai exhumé, alors pour
Constellation, figure-toi, un livre qui en plus, en parallèle de Baba Yaga, a compté et qui s'appelle Natacha, la petite russe, qui est un livre que je lisais qui appartenait à ma mère quand elle était petite, qui a été publié en 1966. Là, je l'ai, tu vois, sous les yeux, de Dominique Darbois. Et en fait, c'était une collection qui était les enfants du monde. Bon, t'avais Ashuna, le petit Esquimau, Kai Ming, le petit pêcheur chinois. Et moi, j'avais livre couverture rose avec des photos en noir et blanc, l'histoire de Natacha, une petite Russe. Et je l'avais plus relu depuis. Ma mère me l'avait offert justement à la sortie d'une immense sensation de calme, mais je l'avais pas vraiment réouvert. Et en le feuilletant là pour l'émission, je me suis rendu compte à quel point les images, il y a une image de forêt, de bouleaux, et il est écrit: les hauts bouleaux ont des écorces si blanches qu'on les dirait couverts de neige. Natacha s'efforce d'arracher de petits morceaux d'écorce sur lesquels elle pourra faire des dessins et écrire. Et alors ça, tu vois, c'est ressorti en me disant, mais bon sang, il y a déjà tellement de choses qui se déposaient en moi sur le lien entre la forêt et l'écriture. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe avec Baba Yaga. Je faisais ce petit crochet, mais pour revenir à Baba Yaga, parce que ce conte-là m'a été raconté avant même que je sache lire, par plusieurs voix, parce que j'adorais qu'on me le raconte, donc je le demandais, je le réclamais souvent, et je l'ai fait raconter un paquet de fois à mes grands-mères, mes deux grands-mères, à ma mère aussi, et puis on me le racontait en me faisant vivre sur les routes des Hautes-Alpes, quand on traversait des forêts. Souvent ça arrivait que, en particulier ma mère et mon père, s'amusent à me dire attention, il y a Baba Yaga qui arrive, et ils tapaient sur le sol le plancher de la 4L, comme si c'était un pilon, le pilon de Baba Yaga qui approchait de la voiture. Et moi je vivais une divine terreur à chaque fois qu'on m'a raconté ce texte-là, et une divine terreur liée à la possibilité que des paysages sublimes des Hautes-Alpes, de ces forêts de mélèzes, de ces montagnes minérales, pentues, sauvages, que de là pouvait surgir la merveille, pouvait surgir le sublime et le terrifiant. Et la fiction s'est vraiment ancrée très tôt dans mon pays premier, qui sont les montagnes qui est le paysage alpin des montagnes. Et donc j'ai amalgamé de manière assez étrange, j'ai hybridé la Russie dans mon imaginaire au 05. Il y a ce mélange étrange, et c'est ma petite Russie. C'est ma petite taïga. Et forcément, quand j'ai commencé à écrire, une immense sensation de calme, ça s'est noué, figure-toi, à mi-chemin entre la Sibérie et les Hautes-Alpes, sur une plage de Bulgarie. Je regardais vers Odessa, et revenu en France. C'est vers les Hautes-Alpes que j'ai puisé tout l'imaginaire Hautes-Alpes qui me transportait, voilà, par l'enfance, par le conte, par sa puissance suggestive, vers une Sibérie fantasmée. Et donc voilà, tout ça est très très intimement et intriquement lié. Ouais, tu l'as. Ce que tu entendais, ce qu'on te racontait sous cette forme-là, tu l'as. Je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais tu l'as transposé. Enfin, ça s'est mêlé, et ça s'est associé, on va dire. Ça a ensemencé mon imaginaire géographique et ma perception intime du lieu où je vivais. Et ça a ouvert la possibilité, mais les contes en général, Barbe Bleue aussi, au même titre, ça a ouvert la possibilité du merveilleux, de la porosité entre le réel et la fiction. Et très tôt, j'ai aimé ce frisson-là, de me dire, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai?
et finalement, enfin voilà, d'ouvrir un espace de fiction dans la vie. Ouais. Alors on s'éloigne là complètement de la Russie, mais la fiction, dans le merveilleux qui apparaît, alors c'est le cas dans pas mal de lectures quand on est jeune, et moins jeune d'ailleurs, mais par exemple, c'est aussi exactement ce qui se passe dans la plupart, du moins dans ceux que je connais ou qu'on connaît le plus, dans la plupart des Roald Dahl. C'est Oui. une tradition tout à fait différente, mais généralement, c'est souvent des personnages qui ont une vie classique, on va dire, Oui. qui ressemble à la nôtre et dans laquelle arrive la sorcière qui va faire la potion magique avec Georges Bouillon, ou le bon gros Charlie et la géant. chocolaterie, etc. Il y a une apparition du magique et du merveilleux dans un réel qui est très réel. Ouais, l'intrusion délicieuse du magique, de la fantaisie. Ouais, ça c'est arrivé plus tard, Roald Dahl, quoique. Je crois que Les Deux Gredins, on me l'a lu avant que je le lise. Mais j'ai vécu une grande déception en étant enfant, mais comme tous les enfants, enfin non, pas comme tous les enfants d'ailleurs. Moi, ça a été terrible quand j'ai compris que le Père Noël, la petite souris, les cloches de Pâques, enfin tout ça était un folklore qui n'existait pas. Et j'ai eu l'impression que c'était comme si on m'arrachait à justement cette fusion entre le réel et la fiction. Et la lecture, et notamment la lecture de Roald Dahl, puis après Tolkien, ont été des lieux de refuge où cette possibilité de la merveille et du magique résistait à la raison et résistait à la lente poussée raisonnable de l'âge adulte. Oui, et quelque part dans l'univers, entre les pages, ces univers-là résistaient et continuaient d'exister, même si le réel, entre guillemets, le démentait chaque jour, puisque Père Noël, etc. Mais là-dedans, tu retrouvais tout ça, quoi. Tu savais que tu pouvais retrouver cette possibilité. Oui, et puis alors en plus, c'était, je savais que les auteurs étaient des adultes, et la possibilité que des adultes puissent accoucher de fantaisie de la sorte me rassurait incroyablement sur l'âge adulte. Roald Dahl m'a vraiment rassurée incroyablement. Alors je suis absolument fascinée. Je sais pas si tu couperas ça au montage, mais écoute, à 15 mètres de moi, il y a un chevreuil qui est en train de brouter là dans le petit couchant dans un champ. C'est merveilleux. Tu vois, par exemple, là, je trouve que l'intrusion de cet animal sauvage dans un paysage qui habituellement n'est pas habité par une bête comme ça, bah c'est presque aussi magique. Tu vois, ça, voilà, je retrouve quelque chose de l'enfance quand je vois apparaître cet animal-là dans le champ. Ouais, ça doit être. J'aimerais que tu puisses le voir. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Sachant qu'en plus, c'est quand même, on l'a un tout petit peu dit, on y reviendra, mais la nature tient une part importante dans la plupart de tes livres, et de chevreuil, il en est question une fois ou deux. Alors ils finissent pas tous très bien, mais c'est malheureusement souvent leur devenir. Mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. Ça doit être une très belle scène, et puis c'est un petit clin d'œil. Mais oui, mais tu vois, ça me fait penser là ce que tu dis dans le sanctuaire également. Donc qui est alors là j'ai l'impression qu'on pète encore plus que d'habitude le déroulé des entretiens, mais c'est pas grave. Alors j'ai l'esprit d'escalier, hein, pardon. Bon, au bout d'un moment on arrivera à retomber sur nos pattes. Mais je trouve ça très bien comme ça. Dans le sanctuaire, donc qui est une espèce de, on pourrait dire, une fiction post-apocalyptique si on utilisait des termes un peu classiques, un peu génériques, mais en tout cas une famille vit coupée de ce qui reste du monde, et l'héroïne principale n'a jamais connu le monde, le nôtre, on va dire, elle ne l'a connu qu'à travers ce qu'en disaient ses parents, et les quelques livres qu'ils avaient gardés, et ce qu'on en
et ce qu'en ont raconté ses parents. Donc là aussi, il y a cette histoire du pouvoir de la fiction et la question aussi de grandir et d'abandonner une part d'innocence et de jeunesse. Elle est aussi au centre de ce livre. Du coup, c'est des dimensions, je trouve, qu'on retrouve transposées sous une forme évidemment romanesque, mais qui transparaissent. Oui, non, mais ça, je m'en suis rendu compte évidemment en l'écrivant, en me disant ces héroïnes en devenir, comme Gemma, comme Toya, et même la narratrice d'une immense sensation de calme, hein, ce sont des héroïnes pour qui les histoires qu'on leur raconte sont fondatrices pour le meilleur et pour le pire. Le pouvoir en tout cas, au cœur de leur vie, le pouvoir des mots est capital. Parce qu'il permet il y a le mensonge possible, oui. Et puis il y a le chant aussi du monde pour la narratrice dans Une immense sensation de calme. C'est elle qui chante le monde, et Toya, il y a la découverte de la poésie. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est malgré moi, est quasiment toujours dans mes textes. Malgré toi, carrément. C'est-à-dire, d'une certaine façon, tu aimerais que ça ne... Oh non, non. Non, alors là, moi, je n'ai aucune... je n'ai aucune volonté quand j'écris, dans le sens où les choses, j'écris bien j'écris ce que je peux. J'écris ce qui veut bien venir, quoi. Enfin, ce qui veut bien s'offrir à moi, et ce qui m'échoit, c'est mon tribut. Alors je fais avec ça, quoi. J'écoute les histoires qui s'écrivent au fur et à mesure à mon oreille, enfin en tout cas celles qui s'imposent à moi. Il y en a plein qui arrivent et puis donc qui s'épuisent avant même que j'ai pu commencer à les travailler ou quoi que ce soit. Donc mais quand une histoire elle m'arrive, qu'elle insiste, que je sens que je tiens quelque chose qui peut tenir le marathon de l'écriture d'un roman, là je choisis pas trop, hein. Donc je fais avec tout ce que je suis, je crois. C'est souvent une grande affaire. Enfin, je plonge dans des choses qui sont fondamentales pour moi, mais parce que oui, là c'est un peu pompeux dit comme ça, mais je n'écris que si c'est nécessaire pour moi. Pour moi, hein, j'en fais pas du tout une loi générale pour les lecteurs, hein, mais si moi je sens que l'histoire que j'écris est un petit peu fabriquée, un petit peu artificielle, là je jette l'éponge. Il faut que que l'histoire marche sur toi, entre guillemets. Il faut que tu sois la première pas à la découvrir, mais la première à l'entendre, à l'écouter, à la lire, et que tu achètes que tu y crois pour continuer, pour mener l'entreprise à terme, on va dire. Oui, et puis il faut que justement les questionnements, les motifs poétiques, les tensions à l'œuvre qui sont en jeu dans le texte en train de s'écrire, que ça soit essentiel pour moi à ce moment-là. C'est une manière pour moi mais comme la lecture, hein, c'est vraiment deux modes alors je veux pas dire d'explicitation ou d'élucidation du monde, mais en tout cas comme la lecture, l'écriture, elle me permet à un moment donné de tourner autour de quelque chose qui est devenu une obsession. Oui, je crois que je vois. Enfin, les obsessions, je vois bien, et Ok. Donc après ce nouveau petit tour, on va reprendre. Alors je pensais te demander de dire quelques mots, comme tu l'as suggéré, quelques mots, même un peu plus sur Bilbo le Hobbit. Ouais. Sachant que, alors ça je sais pas, peut-être que tu vas me démentir, mais on raconte en tout cas que cette partie-là, je crois, hein, du cycle de Tolkien, il l'a écrit et il l'a pensé lui-même comme une histoire à raconter ou à écrire, en tout cas pour ses petits-enfants. Je crois que... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on en dit souvent, en tout cas, que ça a été vraiment pensé comme ça. Pour ses enfants. Contrairement un petit peu au reste de son univers, qui est peut-être bien plus... Même si tout est relié, mais parfois bien plus
complexe et moins digeste. On a eu un invité, un des tout premiers, qui nous parlait de ça, qui a découvert tout seul le cycle de Tolkien, et de lui-même très tôt, voulant tout lire, a dit j'en ai peut-être lu certains un peu trop tôt, parce que je sais pas, le Silmarillion à 10 ans c'est peut-être pas idéal, mais le Hobbit a plus été pensé quand même pour un public plus jeune, il me semble. Ah oui, moi je l'ai lu assez tôt, je crois que j'avais 8 ans, quelque chose comme ça, quand je l'ai lu, et je me souviens très précisément du jour où je l'ai commencé. Ça a une importance. J'étais dans un bateau, dans un voilier, en pleine tempête, et parce que mes parents naviguaient beaucoup et ils nous embarquaient pour des traversées souvent au long cours. Et là, il y avait une tempête suffisamment costaude pour que ils nous demandent de descendre dans le carré et de plus en sortir. Et enfin voilà, le choc avec les éléments était tel que j'ai eu peur. Et le mouvement je veux dire, l'instinct enfantin pour se rassurer, ça a été d'attraper un livre. Et ce livre-là, c'était Bilbo le Hobbit. Et là, comme il y avait intriquement lié Baba Yaga avec la forêt, Bilbo le Hobbit, c'est la mer, pour moi. J'ai depuis un rapport très aquatique à ce texte, alors que bon, la contrée c'est absolument pas aquatique, hein. C'est la terre il y a la terre du milieu. Enfin, il n'est pas question de longues traversées sur des océans. Mais je me souviens que les chocs des vagues contre la coque du bateau incarnait incroyablement le dragon dont il est question. Alors j'ai plus en tête là, parce que c'est lointain et je l'ai plus jamais relu. Mais là, je me souviens surtout du côté incroyablement vivant, et là encore de la collision et de la collusion entre le réel et l'imaginaire. Ah, mais à t'entendre raconter ça, il y a une forme de, je sais pas si on pourrait dire ça, mais comme une espèce de synesthésie, enfin dans le sens une espèce d'association d'une émotion à quelque chose de plus concret, même si les deux sont pas directement liés, quoi. Oui, et ça c'est quelque chose qui a véritablement nourri, je crois, mon rapport aux mots. Parce que j'aime bien l'idée que tu parles de synesthésie, parce que c'est je crois, de mes outils pour écrire. Enfin, en tout cas, moi, je m'y adosse beaucoup. J'en ai besoin parce que c'est toujours par petits déplacements que je vais réussir à mon sens, attraper une image que j'aurais envie d'évoquer. Si je veux parler je sais pas moi, d'un coucher de soleil, ben volontiers je lui donnerai un goût, ou je lui donnerai une odeur. Et ces déplacements-là, je veux bien croire que des choses se soient jouées dans les conditions de lecture très jeune, où un dragon, l'eau de mer, un pilon de sorcière, une sensation de déplacement dans des virages comme ça, en voiture, cette porosité. Ça, c'est très important dans la lecture, la porosité entre la lecture et le moment de la lecture. Mais ça, du coup, peut-être que ça peut, si on cherche des explications à tout, ça peut peut-être d'une certaine façon aussi expliquer ce que tu nous disais au début de l'entretien, c'est-à-dire que tu es à peu près sûr, ou tu es même totalement sûr que, en faisant ce petit exercice, les livres que tu as mis dans cette liste, ils y sont pour de bon. Mais s'ils sont effectivement autant associés par cette expérience-là à des moments de vie, c'est d'autant plus compréhensible qu'ils aient leur place attitrée, entre guillemets. Oui, ils sont indétrônables parce que ce sont des expériences où le corps a vécu quelque chose. Mais ça, c'est scientifiquement prouvé il y a des expériences tout à fait sérieuses qui se sont penchées là-dessus, sur le fait que les émotions qu'on vit en
en lisant, hein, le chagrin pour un personnage qui mourrait ou qui arriverait quelque chose de grave, sont plus fortes que celles qu'on éprouve dans notre vie. Et ça c'est quelque chose que j'ai particulièrement goûté et que je continue à particulièrement goûter maintenant, davantage quand j'écris. Le plaisir enfantin de la lecture, moi je le retrouve aujourd'hui davantage en écrivant. Et c'est plus rare que je vive de manière aussi intense une lecture. Et alors quand ça arrive, tu vas voir là l'esprit total d'escalier. Je vais te parler d'un livre que j'ai même pas mis dans la liste, mais que j'ai apporté cet après-midi. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas mis dans la liste, alors que pour le coup, je pense que c'est le livre le plus inscrit dans ma peau. Et c'est La Route de Cormac McCarthy. Oui. Tu vois. Mais bon, ça, je lisais pas ça quand j'étais petite. Restons raisonnables et reprenons le fil. Alors oui, parce qu'en plus la route, je pense que si on peut, on en parlera. J'allais moi le mettre un petit peu sur le tapis quand même. Mais et quand tu dis que ces sensations-là entre guillemets, ça fonctionne plus, pour le dire comme ça, maintenant quand tu écris que quand tu lis, est-ce que ça a remplacé? Est-ce que le fait de t'être mise à écrire ou le fait d'avoir un certain rapport à l'écriture a remplacé les choses, ou c'est pas sous cette forme-là que ça s'est joué? Ça n'a pas remplacé, non, parce que je continue évidemment à lire beaucoup, mais le plaisir de l'écriture, il est particulièrement intense parce que c'est un plaisir qui dure. C'est 2 ans, 3 ans, parfois 10, l'écriture d'un roman. C'est cette immersion, ça c'est proche, hein. La lecture et l'écriture, je crois que Marie-Hélène Lafont, elle dit c'est inspirer et expirer. J'aime bien cette image. Ouais. C'est assez proche, mais il faudrait que je réfléchisse un peu plus longuement pour pas dire de bêtises, mais il y a un degré d'intensité, à mon goût, qui est peut-être plus fort quand j'écris maintenant. Mais en tout cas, c'est ce que je quête, ce que je guette en écrivant. C'est cette intensité-là, le fait de me glisser dans dans les peaux des personnages qui sont un peu taillés sur mesure par rapport à mes désirs, mes rêves, mes obsessions. Donc oui, c'est infiniment effrayant et délicieux souvent. Effrayant et délicieux. On retient le terme. Ça me semble pas mal. Du coup là, je n'ai plus j'abandonne même toute idée de transition, au moins pour un moment, parce que je suis tellement pris en plus parce que tu me dis que donc je vais suivre comme ça. On était à Bilbo. Ouais. Et ensuite, tu m'indiques le Lion de Kessel. Donc, je veux bien, mais là aussi, personnellement, je veux bien un petit rafraîchissement de mémoire, voire même que tu m'en fasses un petit résumé, parce que je suis même pas sûr de l'avoir vraiment lu. Je pourrais bluffer si j'étais encore libraire, mais j'ai décidé que je le faisais plus dans le podcast. Donc, et puis un petit contexte aussi, quoi. Ouais, volontiers. Le Lion, c'est un roman de Joseph Kessel dans lequel un narrateur un peu, on peut pas dire naïf, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ne connaît pas la savane, arrive dans une réserve non loin du Kilimandjaro pour approcher les bêtes sauvages. Et il arrive de nuit. Et bon, le titre est programmatique, hein, ça s'appelle Le Lion, et le lecteur attend le lion. Hein. Et il va attendre longtemps parce que cet homme-là va se réveiller avec une nature qui se réveille,
proche l'incipit, c'est un incipit qui mêle justement la nature avec le merveilleux, beaucoup de références à l'Éden. Et le lion, on va pas le voir, 100 pages, toujours pas de lion, mais on a une petite fille qui apparaît dans cette nature avec des gazelles, un singe minuscule, il y a une petite fille qui, elle, se fond avec les éléments, Patricia, et qui, elle, approche les bêtes sauvages, telle une bête sauvage. Et elle est décrite de manière très androgyne. Il y a plein de reprises nominales qui la nomment sans qu'on sache pendant plusieurs pages si c'est une petite fille ou un petit garçon. Et elle va guider le narrateur dans cette savane. Il va être très maladroit, très pâteau, pas comprendre grand chose, jusqu'à un jour rencontrer, et là la rencontre est différée par Joseph Kessel avec le lion. Et quand il rencontre le lion, il se passe rien parce que Patricia chante, et elle chante un chant qui calme le lion et qui va permettre au narrateur d'approcher le lion. Et l'acmé de ce roman d'aventure, c'est que le lion baisse la queue en signe d'apaisement et de pacification. Et là, c'est bon. Je vais pas dire divulgacher la fin du roman, qui est un sommet de tragique. Mais avant ça, c'est un roman incroyablement contemplatif. Enfin, moi là, je m'en souviens, j'étais en 5e quand je l'ai découvert. Et je crois que ça a été un des premiers romans qui m'a fait longuement pleurer. Et ça, j'ai diablement aimé ça. Et je continue à adorer les romans qui me mettent dans des états limites. Et la route, puisqu'on en parlait juste à l'instant, en fait partie. Je les rapprocherai, ces deux-là, tu vois, mais en termes de ce qu'ils ont réussi à soulever en termes de sanglots en moi. Ils touchent un point névralgique, et je l'ai relu plusieurs fois. Le lion, je l'ai fait étudier à mes élèves. Et il y en a toujours 2 ou 3 dans la classe qui viennent me voir à la fin et qui me disent « Mais madame, c'est trop triste ». Et puis je vois bien que quand ils disent c'est trop triste, ils sont tellement heureux de dire que c'est très, très triste. Et je trouve ça incroyablement émouvant. J'adore ça. Oui, parce que là, il y a vraiment cette notion de partage autour de la lecture qui se joue, et j'imagine que réussir, enfin leur avoir proposé quelque chose qui a pu ouvrir ces brèches-là, etc., ça doit être satisfaisant d'une certaine façon, même si on pourrait dire, bon, évidemment, la tristesse et pleurer, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais il y a quelque chose là-dedans quand même. Ah ben on ouvre quelque chose, tu as dit le mot, hein. C'est ça que, oui, par le rire, par l'appétit de savoir, l'émotion, la colère, enfin peu importe, hein, mais en tout cas qu'il se passe quelque chose avec une lecture, ça c'est le Graal, hein, entre un prof et son élève. Alors je vais continuer dans mon élan de sincérité, puisque là aussi en fait il nous reste quelques minutes et 2 titres, donc je te propose de nous en dire quelques mots à chaque fois. Ça risque d'être un petit peu frustrant et je suis désolé, mais je te propose là pareil de nous les présenter. Donc un titre qui s'appelle Emmène-moi au bout du monde de Sandra. Pareil, alors là moi je suis dans mes obsessions de constellation. Une de nos invitées précédentes en a déjà parlé. Je suis très content de voir petit à petit des fils qui se tressent aussi entre mes invités. J'ai pas écouté celui-ci. Alors, je peux savoir qui c'est ou alors c'est Christiane Geoffroy, qui est une artiste qui travaille beaucoup la vidéo et qui travaille beaucoup sur des questions de dérèglement climatique. Et en fait, le dérèglement, parce que ça commence par une sorte de dérèglement. En fait, c'est un l'incipit d'Emmène-moi au bout du monde. C'est un vaste dérèglement. Ça commence par un coït complètement fou entre un légionnaire
qui va saisir du corps d'une vieille dame et qui est heureuse comme tout de se faire malmener, tordre dans tous les sens par ce type. Enfin, c'est assez. On a commencé avec l'Incipit de King Kong Theory. Là, on est vraiment du côté des frics, quoi. Et moi, cette lecture-là, déjà, moi, j'adore Sandra Ars, j'adore la prose de Sandra Ars, la prose poétique. Mais alors, là, il s'est passé aussi un instant. Enfin, je sais pas si on a un peu de temps, mais il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable pendant la lecture de ce texte-là. C'était dans les années 1900, je veux pas dire de bêtises, mais 1998, quelque chose comme ça. Et je lisais, on faisait des lectures parallèles avec ma grande comparse d'Hippocagne et de Cagne, et on lisait le même livre régulièrement ensemble. Et là, en l'occurrence, c'était Emmènement au bout du monde de Sandra Ars. Puis on lisait ça dans un petit boui-boui à Marseille qui s'appelait L'Oiseau Lyre. Alors c'était dans des fauteuils crapauds au milieu des livres d'occasion. Enfin, on pouvait boire un thé qu'on pouvait boire pendant une journée entière pour traîner, quoi. Bon, ça a l'air sympa, hein. Ouais, mais c'était pas loin de l'église de l'église des Réformés. Et entre une vieille dame un peu je sais pas, grabataire avec un déambulateur, on aurait dit une sorte de crabe qui arrivait dans la pièce. Nous, on la regarde un peu bizarrement, on se dit mais qu'est-ce que c'est cette énergumène qui... Puis elle nous jauge du haut de son déambulateur comme ça dans nos fauteuils crapauds. Et puis elle voit qu'on lit Emmène-moi au bout du monde et elle commence à déclamer. Il connaissait par cœur les premières phrases. Et alors là, mais je crois que c'est le plus beau moment de théâtre de toute ma vie que j'ai vécu comme ça. Et là, pareil, le théâtre, c'est la vie qui offrait ce moment, ce morceau, quoi. Enfin, c'était un morceau dans lequel il fallait croquer dedans, quoi. Enfin, d'art, quoi. Enfin, d'art brut. Enfin, c'était fou. Et c'était une ancienne comédienne, en fait. Après, elle nous a parlé d'Avignon à l'époque. Enfin, mais c'était fantastique. Et moi, je ne peux plus lire Emmène-moi au bout du monde sans avoir la voix de cette dame qui l'incarnait si parfaitement. Ouais, et qui est arrivé comme ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un spectacle que tu as décidé d'aller voir, c'est vraiment, là aussi c'est une irruption, alors non pas mais une irruption dans ton réel, dans ton quotidien à ce moment-là, qui arrive et qui chamboule tout. Ouais. Très, 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 très puissant, très, très fou. Et ouais, là, pour le coup, c'était... mais j'ai fait un mémoire dessus sur Emmène-moi au bout du monde et figure-toi, sur la théâtralité du texte. On y revient, quoi. Et en quelques mots, autant que tu veux, mais le livre des nuits de Sylvie Germain, qui est là du coup un titre contemporain. Sylvie Germain. 2009. Tu vois, je peux te situer. C'est pour ça que je te dis, je pourrais pas les changer de texte. Ouais. 2009, je commence à écrire Une immense sensation de calme. Je sens que je tiens ma voix. Enfin, parce que j'avais essayé d'écrire des romans, mais ça fonctionnait pas pour plein de raisons. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression de pasticher les auteurs que j'aimais beaucoup, que j'étais à l'ombre de mes géants. Et là, je commence après 30 pages d'écriture d'une immense sensation de calme. Je commence le livre des nuits de Sylvie Germain, qui est une saga qui traverse plusieurs siècles avec Victor Flandrin-Plaignel, dit Gueule d'Or, ou je ne sais plus, voilà, il a un surnom qui enfante des générations de désir et de colère. Et là, moi, j'ai un choc terrible. C'est que j'ai la sensation que Sylvie Germain est dans ma tête, est dans mon imaginaire, qu'elle utilise les images que je voudrais enfanter, qu'elle a des rythmes de phrases que j'entends cogner en moi, qui sont proches de ce que je voudrais faire dans Une immense sensation de calme. Pareil pour la mélodie de phrase, j'entends tout, ça tombe nickel dans mon esprit, et là je me dis, elle a volé ma voix. Et ça a été un choc absolu, et en même temps
elle a ensemencé quelque chose de très fort. C'est parce qu'elle a ravivé la possibilité du fantastique, parce que c'est un texte qui est très marqué par la légende. Et elle m'a rouvert les portes à 30 ans du fantastique, du merveilleux, alors que j'avais un petit peu oublié ces intrusions dans mes lectures, dans ce que j'aimais. Et elle m'a réconciliée avec cette part d'enfance en la rendant, comment dire, elle m'a ouvert la porte, elle m'a réouvert la porte du fantastique. Ouais. Non, c'est ça. Alors nous, d'une part, ça nous fait une transition vraiment impeccable et parfaite pour le 2e épisode, puisque c'est le moment, comme tu l'as dit, c'est le moment où tu t'es mise à écrire, donc on va en parler la semaine prochaine. Mais juste du coup, une dernière petite question. Justement, quand tu disais que tu avais du mal à trouver, avoir l'impression de pasticher ou de recopier les auteurs et autrices qui t'inspiraient, là, d'un autre côté, tu dis à la fois, elle avait pris, entre guillemets, ta voix, et d'un autre côté, ça a eu un effet libérateur pour toi. Ça aurait pu, à t'écouter, ça aurait pu avoir un effet, au contraire, t'inhiber, entre guillemets, encore un peu plus, et se dire, en fait, elle a réussi, là où moi, entre guillemets, je n'y arrive pas. Alors, je t'ai raconté la chose vite fait. Mais entre le moment où je me suis dit, où j'ai découvert le texte, où je me suis plongée dedans, et le moment où elle m'a ouvert les portes du fantastique, il s'est passé 6 mois. 6 mois où j'ai complètement arrêté d'écrire. Et où je me suis dit, mais peut-être qu'il faut arrêter. Peut-être que c'est pas la peine. Et j'ai tout lu de ce qu'elle avait pu écrire à ce moment-là. Tout englouti, tout dévoré. Et au terme de cette indigestion, presque, de cette voix qui m'était si proche, j'ai repris. J'ai repris avec en m'offrant la possibilité d'avoir un personnage central dans Une immense sensation de calme, qui serait un personnage enfanté par des forces qui dépassent les hommes. Ouais. Ok. Écoute, je pensais, là, t'as pas été le être Sylvie Germain ou rien, comme disait. C'était Hugo qui avait dit ça sur Chateaubriand. Je parle sous ton contrôle, hein, oui. mais oui, c'est vrai, tu as raison. J'avais pas pensé à ce parallèle. Et alors, une dernière question, parce que t'en parles avec j'imagine, on est à l'oral, mais avec des étoiles dans les yeux. Est-ce que peut-être t'as eu l'occasion de la rencontrer depuis, peut-être Non. Il était question qu'on fasse une rencontre justement dans les Hautes-Alpes. Quelqu'un qui est devenu un ami organise des rencontres dans le foyer culturel du village où j'ai grandi, et il avait réussi à l'inviter, puis pour plein de raisons ça n'a pas pu se faire, et j'aime bien l'idée que ça se fasse pas encore. Différer cette rencontre-là me plaît, parce que finalement je me raconte une rencontre qui peut-être sera encore plus, est plus riche dans mon esprit que ce qu'elle ne serait en réalité. J'ai un peu peur, voilà, tout simplement, pour tout dire. Je comprends. C'est mieux de l'imaginer, cette rencontre hypothétique, parfaite, sans tâche et conforme en tout point à tes exigences, plutôt que de risquer que ce soit pas tout à fait idéal, quoi. Non, en plus c'est idiot, hein, mais oui, j'aime bien je me dis, voilà, je laisse les choses se faire. Si ça se fait pas, c'est que c'était ainsi. Oui, voilà. Non, mais je comprends. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour cette merci beaucoup pour cette belle première partie d'entretien. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. On va reprendre des choses dont on a déjà un petit peu parlé, et on va parler donc effectivement des livres qui
qui t'inspire, et je pense que ce jeu d'aller-retour entre la lecture et l'écriture va continuer pour ce 2e épisode. À très bientôt. Merci. C'était le 19e épisode de Constellation de papier, un épisode enregistré à distance entre Marseille et les Hautes-Alpes, avec la participation exceptionnelle du Cœur des Grenouilles, le 8 juin et mis en forme le 12. Il y a 20 ans naissait la collection De Noël graphique, jalon important dans l'histoire en France du roman graphique. Tamara Drew, Herzl, une histoire européenne, L'art de voler et tant d'autres explorent toute la diversité du 9e art. À bientôt!